Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau pour une table ronde organisée par Diagma en partenariat avec Alpega, DDS et Transporéon sur la performance transport. Donc, on va vous inviter à augmenter votre performance en digitalisant vos outils, donc en gros en passant par de l'informatique et plus précisément par des outils logiciels. Avec nous sur le plateau 4 experts, donc Benoît Gruber d'Alpega, Jérôme Bourg de DDS, Bonjour. Pierre Méraud de Transporéon Trimble Bonjour. et Olivier Ardouin de Diagma. Bonjour. Je vais vous proposer de faire un tour de table et de vous présenter brièvement ainsi que votre entreprise. On commence par Benoît. Allez, allons-y. Bonjour à tous. Donc Benoît Gruber, je suis responsable des activités marketing chez Alpega. Alpega, c'est une plateforme de gestion de transport qui est assez complète en fait, qui a tout l'ensemble des modules nécessaires à une bonne gestion des transports, qui existe depuis une trentaine d'années et qui a des clients dans le monde entier. Voilà, on se positionne vraiment comme un expert dans la chaîne logistique. Il y a plusieurs modules, plusieurs gros blocs. On est vraiment un expert du transport, on ne fait que ça. D'accord. Donc vous êtes dans la catégorie des TMS. On est ce qu'on appelle dans la catégorie des TMS. Moi, j'aime bien appeler plutôt que de solutions logicielles de plateformes collaboratives. D'accord. On le verra certainement dans la discussion. Quand on gère le transport, on collabore aussi et c'est très important. D'accord. Jérôme, vous pouvez bien vous présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc Jérôme Bourg, je suis le PDG de DDS, qui est un des acteurs leaders de ces solutions de TMS, de gestion du transport, avec des offres qui s'adressent essentiellement aux chargeurs, donc aux industriels et aux distributeurs de toute taille, grands groupes comme ETI et PME, avec même maintenant une offre gratuite que nous avons lancée il y a quelques mois. Vous en direz plus peut-être tout à l'heure, ou une offre gratuite qui consiste en quoi exactement? Avec plaisir, c'est une offre qui va permettre justement de se lancer dans la collaboration. C'est vraiment le cœur de cette offre gratuite qui donne les moyens de commencer à digitaliser le processus d'affrètement, de prise de rendez-vous et de visibilité du transport. Donc une façon de mettre le pied à l'étrier. Exactement. D'accord. Pierre, si vous voulez bien vous présenter. Bien sûr, Pierre Méraud, directeur commercial à Transporéon Trimble, puisque nous avons été acquis par Trimble il y a 6 mois maintenant. Et donc nous avons une offre également de plateforme collaborative pour la gestion des transports. On gère 120 000 transports par jour et on est capable de gérer l'ensemble des flux logistiques, des flux d'achat, donc création des appels d'offres jusqu'à la facturation. En prenant bien sûr l'ensemble des flux d'ordre de transport et de gestion des slots de transport. Notre offre est aussi au niveau mondial, avec une prépondérance européenne, l'origine de Transporéon étant européenne. La récente acquisition Trimble va nous permettre d'étoffer notre offre sur le continent nord-américain et d'étoffer notre offre également vis-à-vis des transporteurs, puisque à l'origine, Transporéon est plus axé chargeur. Désormais, nous avons une offre aussi dédiée aux transporteurs qui se nomme Fleet Operator. Bon, merci. Et donc, last but not least, Olivier, pardon. Donc, bonjour, Olivier Ardouin, je suis senior manager chez Diagma. Diagma, c'est un cabinet de conseil spécialisé en supply chain. On a fêté nos 50 ans cette année, nous sommes basés sur les Champs-Élysées. On est globalement une cinquantaine de consultants et d'associés, et donc nous abordons toutes les problématiques liées à la supply chain, que ce soit au niveau de la conception de l'offre de service, la gestion des réseaux, la mise en place des entrepôts jusqu'à l'optimisation des flux, qu'ils soient au sein d'un entrepôt ou du transport. D'accord, merci pour cette présentation et ce tour de table. On vient de dire une société qui existe depuis 30 ans, depuis 50 ans, donc les TMS et la préoccupation du transport existent depuis longtemps. Où est-ce qu'on en est justement dans la digitalisation du transport? Quel est l'état de l'art? Parce que finalement on en parle depuis longtemps, mais on a l'impression qu'on en fait peu. Donc quel est le contexte aujourd'hui du transport et où est-ce qu'on en est de la digitalisation, Olivier? Et au niveau du contexte du transport, en fait, on se rend compte qu'il y a une accumulation de contraintes qui vient un peu de tous les côtés. Alors on les voit venir, on les voit pas venir. Il y a les contraintes liées à tout ce qui est géopolitique. Bon, on va pas revenir sur le Covid, mais un peu quand même. Au niveau de tout ce qui est problématique de maîtrise de l'approvisionnement de la supply chain, donc ça a été très compliqué. Avec les compagnies maritimes qui géraient leur flux un petit peu comme elles le voulaient pour optimiser leurs bateaux, donc les annulations d'escale, etc.
Donc là, il y a une grosse problématique de visibilité de la gestion de mes flux en amont. Ensuite, l'Ukraine. L'Ukraine, ça a été la petite couche. Une fois qu'on commençait un peu à sortir la tête du Covid, l'Ukraine est arrivée. Donc là, c'est l'explosion du coût des matières premières qui se répercute sur l'ensemble des acteurs et à tous les niveaux. Donc ça, c'est quand même hyper important, notamment au niveau de l'énergie. Si on fait un petit focus sur le gasoil, il a certes un peu baissé en 2023, mais en 2022, c'était quand même 50% de plus, globalement, par rapport à 2021. Et 2021, c'était lui-même à peu près 20% de plus par rapport à 2020. Donc il y a un impact au niveau de l'énergie qui aujourd'hui est très déstructurant pour tout ce qui est activité liée au transport. Ensuite, le contexte législatif avec la fameuse décarbonation donc, de tout ce qui est opération liée à la supply chain et l'objectif de la France d'arriver à la neutralité carbone en 2050. Donc là, il y a le décret de 2022 qui oblige maintenant à mettre le scope 3, donc c'est tout ce qui est sous-traitance, dans le bilan carbone. Et également, petite cerise sur le gâteau, un plan de transition donc, qui doit être mis en place à partir d'un état des lieux, donc le fameux bilan carbone. Et le plan de transition, c'est comment diminuer ce bilan carbone année après année. Et ça, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les entreprises elles l'aient bien en tête, et pourtant, c'est quelque chose de très important. Pour l'instant, il n'y a pas d'obligation en matière de résultats, mais si vous avez un texte de loi qui est arrivé pour dire vous devez le faire, à mon avis, les incitations à le faire, notamment au niveau des sanctions, devraient finalement arriver dans quelques années. Le troisième point, c'est tout ce qui est structurel. Finalement, donc on va parler du manque de chauffeurs. Dans le dernier officiel du transport là, du mois de septembre, ils annoncent un déficit de chauffeurs en Europe de l'ordre de 450 000 à 500 000 chauffeurs. On rejoint les États-Unis. Ouais, l'année dernière, c'était 400 000. Là, on est à 500 000 globalement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement moins de disponibilité de véhicules, plus de difficultés à sortir mes flux et à les fluidifier. Et donc, quelque part, un petit peu un changement de maître d'œuvre. Avant, c'était les chargeurs qui décidaient un petit peu vis-à-vis des transporteurs qui fait quoi, comment ils devaient le faire. Aujourd'hui, les transporteurs peuvent avoir la capacité, en fonction de sites qui ont des problématiques ou pas, à dire « je vais charger sur ce site ou j'y vais pas ». Voilà. Et donc, une fois qu'on a dit tout ça, voilà, on fait macro, hein, mais globalement, on a quand même des contraintes qui arrivent un petit peu de tous les côtés. Au niveau de la taxe carbone, rappelons-le quand même, au 1er octobre, il y a tout ce qui est taxation à laisser en test des flux pour les produits liés aux engrais, liés à la sidérurgie et aux bâtiments, globalement. Donc maintenant, à partir du 1er octobre, l'État va commencer à recueillir des données d'octobre 2023 jusqu'à 2026 pour ensuite commencer à taxer donc, ces importations. Le principe étant d'éviter les délocalisations et donc faire en sorte que l'Europe soit un continent propre, on va dire. Autonome voilà, plus autonome et éviter ces délocalisations. Voilà. Donc une fois qu'on cumule tout ça, en fait, on se rend compte que une bonne idée pour les entreprises et pour les chargeurs, ça serait de commencer en fait à trouver de l'optimisation et surtout de gagner en maîtrise et en flexibilité et en valeur ajoutée au niveau de leur transport. Donc, on a parlé de manque de chauffeurs, on a parlé d'énergie chère, on a parlé de baisse de CO2 et en fait, on se rend compte que toutes ces problématiques, elles sont liées. On peut dire elles sont liées via quoi? Via l'optimisation des véhicules. Et l'optimisation des véhicules, aujourd'hui, on a capacité via la digitalisation justement à la maîtriser de façon automatique et les éditeurs qui sont là donc, nous expliqueront comment. Et quand on parle d'optimisation des véhicules, ça veut dire mettre moins de véhicules sur la route pour le même nombre de chargements. Et donc, vous allez baisser votre coût de transport, vous allez également baisser votre empreinte carbone et vous allez limiter l'utilisation des véhicules et donc du nombre de chauffeurs. Et quelque part, ça répond aux premières problématiques qu'on a abordées. Donc on a ça. Au niveau de la visibilité des flux, aujourd'hui, c'est pareil. On a des logiciels qui donnent de la visibilité, soit en matière de track and trace, donc de positionnement à un moment donné d'un véhicule, voire de géolocalisation. Donc, c'est l'ensemble du véhicule pas à pas tout au long de son transport. On a également des logiciels qui permettent d'avoir l'ensemble des flux qui sont gérés par une entreprise et donc le bilan carbone. Voilà. Donc, en fait, comme on peut le voir à l'écran, on se rend compte qu'il y a tout un tas de solutions qui aujourd'hui existent, qu'on peut globalement classer en 3 catégories qui sont le pilotage, donc la gestion automatique des ordres de transport pour la fameuse optimisation des flux. Derrière, à l'intérieur de ce pilotage, il y a toujours un pôle facturation et un pôle tableau de bord.
La spécialisation des progiciels, on va parler d'optimisation des chargements, c'est-à-dire comment à l'intérieur d'un camion bien charger et bien remplir mon véhicule, qui est quelque chose de différent de la gestion automatique des ordres de transport. Il y a également un volet étiquetage, gestion des quais, etc. Et ensuite, tout ce qui touche au réseau, en fait, ça va être la bourse de fret, tout ce qui est track and trace et géolocalisation. Voilà. Donc là, on a des progiciels qui sont en général spécialisés dans ces thèmes-là. Ce qui est intéressant quand on parle de TMS, en fait, c'est que le TMS, il va faire la synthèse de l'ensemble de ses capacités à répondre à des besoins des chargeurs pour n'avoir qu'un point d'entrée, pour n'avoir qu'une interface de digitalisation, pour n'avoir qu'un seul interlocuteur. Et ça, c'est super important parce que si vous multipliez en fait les interfaces en fonction des problématiques que vous avez, très rapidement, vous allez vous perdre dans tout ce qui est informatique, coût de maintenance, etc. Donc le TMS, c'est un progiciel qui va justement faire la synthèse de ce qui existe sur le marché en fonction des besoins d'un chargeur et mettre une interface unique et surtout un formatage unique, etc. Voilà. Donc là, par exemple, DDS, vous avez une capacité justement à synthétiser tout ce qui est au progiciel sur le marché et à offrir une offre complète, unique à nos chargeurs et à répondre à l'ensemble de leurs besoins. Merci pour cette entrée en matière. Effectivement, si on devait regarder ce schéma, je dirais qu'en fait, finalement, le TMS, c'est un peu l'ERP du transport. Si on devait un peu trouver des parallèles, c'est-à-dire donc un outil informatique qui permet de gérer l'intégralité de ce dont on a besoin quand on est dans le transport, en gros. Enfin, donc avec des variantes et avec des fonctions un petit peu plus dédiées selon les éditeurs ou selon les modules qui sont proposés. Quelles sont les motivations des chargeurs qui viennent vous voir aujourd'hui quand ils vous demandent des projets? Qu'est-ce qui les motive aujourd'hui? Parce qu'on a vu que le contexte était compliqué, mais qu'est-ce qui est le plus marquant, entre guillemets, et qu'est-ce qui déclenche des projets? Il y en a un, mais je pense qu'il est commun à tous, c'est la capacité de gérer mes coûts en fait de transport et donc d'essayer de sauver un peu des coûts de transport. Ça, c'est le premier besoin souvent en disant est-ce que je peux gagner un peu, mais je dirais que c'est le premier élément basique, voilà. Et ensuite, si on revient à l'ensemble de ce qu'a dit Olivier, qui sont en fait toutes les bonnes raisons d'investir dans une plateforme TMS, c'est la capacité de centraliser l'ensemble de mes données, d'avoir un maximum de visibilité, de pouvoir un petit peu anticiper, de gérer mes plans de développement durable, parce que maintenant c'est incontournable. Donc tous ces éléments, en fait, font qu'à un moment donné, les entreprises se tournent vers nous pour digitaliser et mettre en place une solution. Et ce qu'on se rend compte quand même aujourd'hui, c'est que, étant donné quand même que la partie transport est une des pierres fortes en fait de la chaîne d'approvisionnement, il y en a d'autres, il y a beaucoup de facteurs exogènes aujourd'hui. Olivier les a très bien décrits. Tout ce qui va être effectivement pénurie de chauffeurs, ça a un impact sur ma capacité. Voilà. Et ça, c'est durable en plus. Et ça, c'est durable. Et au-delà de l'avoir... Donc, ça veut dire que moi, en tant que chargeur, j'ai maintenant des responsabilités supplémentaires, qui c'est la capacité de bien gérer mon réseau. Avant, j'avais un réseau qui était peut-être important, pléthore, etc. Maintenant, je suis obligé de rentrer dans un mode collaboratif et de faire en sorte que mon réseau de transporteurs, quand on sait qu'en Europe, c'est quand même 80% par la route, mon réseau de transporteurs va être capable, en fait, de répondre à ma demande en termes de besoins de capacité. Voilà. Et donc, c'est des enjeux qui sont forts aujourd'hui, comme on se rend compte. Après, on peut avoir des besoins un peu plus très spécifiques d'optimisation, de chargement, de visualisation en 3D de mes chargements, etc. Mais les fondamentaux, ça reste centraliser mes données, avoir une visibilité complète, gérer mes coûts, bien évidemment, et répondre à ces enjeux de développement durable et de capacité. Voilà. Et donc, en fait, globalement, c'est quoi? C'est d'être réactif dans cette partie de la supply chain, d'être réactif par rapport à tous les facteurs externes sur lesquels je suis confronté. Tous les aléas. Et ces facteurs externes, ils sont difficiles à deviner. Je veux dire, il y en a plein qu'on n'a pas prévus. Oui, y compris des bateaux qui bouchent le canal de Panama. Et donc, il faut être réactif. Et je pense que l'un des enjeux et un des moteurs, en fait, qui est lié à ça, c'est cette capacité d'être réactif et flexible. Voilà. D'accord. Pour moi, c'est vraiment très important. Je suis entièrement d'accord. Un des gros avantages, justement, de l'automatisation des ordres de transport, c'est la capacité à passer d'un transporteur à un autre. En fait, avant, on avait un affréteur qui avait un tableau Excel avec le transporteur numéro 1 est référencé sur ce flux, le numéro 2 sur ce flux, etc. Et grâce à l'automatisation, en fait, il est possible pour un chargeur d'avoir 2, 3, 4, autant qu'il veut, de chargeurs
de transporteurs référencés. Et si le premier décline pour une raison ou pour une autre, parce qu'il n'a pas la capacité à mettre un chauffeur ou un camion, automatiquement, l'outil va passer sur le prestataire numéro 2 qui est référencé, sans avoir une interface humaine ou une action humaine là-dessus. Donc ça, c'est une valeur ajoutée énorme et ça donne une souplesse justement dans la gestion du plan de transport qui est faite et donnée grâce justement à vos outils. Je suis entièrement d'accord avec ça. Il y a encore un besoin encore plus basique et encore plus primaire pour moi. Il se trouve que dans le passé, je viens plutôt des logiciels de finance. Et dans la finance, la première chose que j'avais, c'était le taux d'équipement, qui a quoi, etc. Et vous m'avez posé une question pour préparer cette table ronde, qui est équipé. Et pourtant, on est parmi les bases de données chez nous, on a quand même des outils de benchmark qui sont assez forts. J'étais incapable de vous donner la réponse. Et ça, c'est le premier signe. Dans mon domaine précédent, il aurait été inconcevable d'avoir une société relativement importante. Comment vous gérez votre comptabilité, Olivier? Sur Excel. Ouais. Or, on en est là. Dans beaucoup de sociétés, et parmi les gens, j'imagine, qui nous écoutent ou qui nous regardent aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de sociétés qui gèrent des milliers de transports par jour et qui ont encore des feuilles Excel, des emails pour gérer leurs relations avec les transporteurs qui ne sont pas forcément coordonnés entre les sites. Donc oui, ça reprend tous les arguments que vous avez cités, évidemment, de centraliser les données, d'avoir accès aux transporteurs, d'avoir une plus grande souplesse, ne serait-ce que de savoir ce qu'on a chez soi, puisque la plupart du temps, ils ne le savent même pas. Donc quand on fait les premiers meetings chez les prospects, la première information qu'on a du mal à trouver, c'est le nombre exact de transports, le nombre exact de transporteurs, etc. Parce que remonter l'information sur des sociétés qui ont 40, 50, 60 sites est quelque chose qui n'est pas évident. Ouais. Donc il y a vraiment un besoin d'équipement qui est fort et qui pour moi d'ailleurs, ça fait 3 ans que je suis dans le domaine de la logistique, j'étais vraiment étonné qu'on en soit là dans un domaine où les gains sont aussi évidents, où le ROI est aussi évident. Il est nettement plus évident aujourd'hui qu'un TMS va faire gagner de l'argent à une société et de l'argent peu de moins qu'un ERP. Or, les sociétés mettent tous des dizaines de millions sur des projets ERP, je parle pour les grosses évidemment, et hésitent, parce que les logisticiens sont rarement les décideurs, c'est plus les financiers et les acheteurs, et hésitent à investir quelques centaines de milliers d'euros dans un projet de TMS où le retour sur investissement est nettement plus évident parce qu'on en est encore un peu... Est-ce qu'ils savent le prouver, ça, justement ? Oui, les preuves sont relativement simples. Nettement plus simple que de mettre quand vous mettez en place, par exemple. Quand vous mettez en place, par exemple, une digitalisation de la gestion des quais d'entrepôt, il y a plein d'entreprises, on a plein de clients qui disent j'ai gagné tant sur mes chargements et déchargements. Et donc, si je gagne tant en termes de chargement et déchargement, ce qui fait aussi que j'ai moins de files d'attente. Si j'ai moins de files d'attente, c'est plus fluide. Si c'est plus fluide, je réduis indirectement mes émissions carbone, etc. Donc, tout est lié dans le transport. Il ne faut pas croire que j'ai qu'un seul objectif. C'est ça qui est important. Mais le gain de dire j'ai réduit de 30%, il est immense. Je pense qu'on a tous des clients aujourd'hui qui sont capables de vous dire très rapidement j'ai gagné à minima 5% sur mes coûts de transport. Rien qu'en ayant... Les entreprises n'ont pas besoin d'arbitrer entre réduction du coût, à la fois coût externe, donc le coût d'achat du transport, le coût interne. Il y a clairement un coût lié à la charge administrative de gestion du transport qui est réduit fortement par ces solutions qui vont permettre d'automatiser les tâches et de gérer par exception. L'impact CO2, effectivement, aujourd'hui, on est encore au stade où, comme généralement, c'est un premier équipement, on va pouvoir jouer et gagner en parallèle sur ces tableaux. Et en plus, gagner sur le volet service. Pour moi, c'est aussi un des éléments importants de ce qu'on a vu de motivation, de ce qu'on a vu dans ces dernières années. C'est vraiment un changement de mentalité. Ce qu'on appelle l'effet Amazon, c'est l'idée qu'en B2B, on retrouve les mêmes attentes des clients sur la visibilité et sur la mesure du taux de service. Et mesure du taux de service sans data, ça devient compliqué. Donc c'est aussi, on l'a tous dit, un des premiers éléments et un des effets induits qui représente une valeur forte pour nos clients, c'est le fait d'avoir enfin de la data sur le transport, sur la capacité à calculer des coûts de revient par client, des taux de service par client, qui va permettre de gérer l'ensemble des éléments et de gérer le risque associé, puisque maintenant il y a aussi cet élément, cette prise de conscience qu'il y a des risques sur les supply chains. Mais on en est où dans les taux d'adoption? Parce qu'on disait on n'a pas beaucoup de chiffres. Qu'est-ce que vous mesurez un peu au doigt mouillé peut-être, ou selon des études récentes? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui du taux d'adoption des outils?
Est-ce qu'on est vraiment loin du compte? Je me souviens d'une présentation, on était à 27%, DDS avait estimé ça il y a une quinzaine d'années. Ouais. Est-ce qu'on a évolué depuis ce temps-là ou est-ce que pas tant que ça? Très compliqué à estimer, déjà parce que quand une société investit dans un TMS, en général, c'est rarement le périmètre complet du TMS, ça peut être 1, 2 ou 3 modules. Assez souvent, les premiers modules, ça va être les modules sur lesquels il y a un ROI rapide. Donc c'est l'automatisation la gestion des ordres de transport, c'est la facturation et souvent la visibilité. Mais voilà, et aujourd'hui, il n'y a pas de statistiques officielles qui existent. On sait que les entreprises qui installent ce genre de progiciel, ça va être les grosses entreprises parce qu'elles ont la capacité justement à dégager un budget pour ça, que ce soit un budget humain, une équipe qui va mettre en place avec des chefs de projet, etc., ou financier pour se le payer. Mais avoir une visibilité claire, affichée et objective, moi j'en ai pas trouvé. Je ne sais pas si vous en avez. Alors moi j'ai entendu entre 30 et 40%, mais c'est basé sur quoi, je ne sais pas. Pour vous donner un élément d'éclairage, j'ai animé au sein de France Supply Chain une étude justement sur la digitalisation du transport et nous avons réalisé un sondage auprès des adhérents et nous sommes arrivés à un taux d'équipement de 15 à 40%, effectivement avec la difficulté, un spectre large selon la taille des entreprises, le secteur d'activité. Mais ce qui est sûr, c'est que par rapport effectivement aux enjeux et aux bénéfices de ces solutions, même à 40%, le taux est vraiment très faible. C'est de la marge. Et comme vous le disiez, ceux qui ont vraiment la suite complète, là on tombe à des pourcentages très faibles. Pour nous, c'est les grandes industries allemandes, les grands distributeurs. Mais, enfin je dis allemandes parce que c'est originalement, il y en a aussi en France, il y a Saint-Gobain, etc. Enfin je ne vais pas citer tous nos clients. Mais c'est vraiment les très gros industriels qui ont vraiment la suite complète. Et là on doit être dans des pourcentages, pour le coup, en nombre de sociétés est très faible. Après en volume de transport relativement important, parce que ce sont des sociétés qui ont des 100 000, 200 000 transports par an. Mais par contre, si on prend ce pourcentage par rapport au nombre de sociétés, là, on est à quelques pourcents, j'imagine. Est-ce qu'il y a des bons élèves, justement? Est-ce que c'est que des grands groupes qui s'équipent? Ou est-ce que, enfin, on a dit entièrement, mais est-ce que les autres, ils viennent également? Enfin, j'imagine que tout le monde est dans le même contexte, avec des problèmes de chauffeurs, avec des problèmes d'élèves. Quand vous êtes une ETI, aujourd'hui, vous avez les mêmes besoins qu'une grande entreprise en termes de complexité, en termes de système informatique interne, en termes de... Moi, j'ai un exemple là, de chimiste français, comme le numéro 2 ou 3 mondial, et qui n'a pas beaucoup d'ordres de transport par jour, n'a pas un réseau de transporteurs très important, et qui s'est dit, je fais la différence, moi, sur le marché, par la capacité de livrer mes clients en temps. Et donc, tout est lié à la satisfaction client. D'accord. Voilà, donc c'est une entreprise... Donc, la promesse, en fait, il tient ses promesses. Peut-être pas très rapidement, mais au moins la promesse. C'est de se dire... Je me différencie sur le marché par le service que j'apporte à mes clients. Ce n'est pas mon produit, parce que je ne suis pas le seul à le faire, mais c'est le fait de pouvoir livrer quand j'ai dit que je livrais. Voilà. D'accord, une sorte d'effet Amazon quelque part aussi. Ben oui, mais c'est très important. Et donc souvent, les next steps de ces entreprises-là, c'est ensuite de faire effectivement de pouvoir traquer en temps réel. Mais la première chose, c'est de dire je centralise et je livre quand le client a besoin et je suis capable de lui dire que c'est livré. Et ça change tout en fait, parce que quand vous êtes une entreprise et que votre différenciant il est sur le service client et que sur le service client c'est la capacité de livrer vos produits parce que ça va servir à faire d'autres produits et donc ça impacte votre client sur sa chaîne de production, et ben vous gagnez. Donc vous gagnez indirectement des parts de marché. Voilà. Donc je pense que il y a 1000 bonnes raisons d'investir en fonction de la stratégie qu'on se définit pour moi. D'accord. Et le coût d'entrée a beaucoup baissé aussi. Avant, il y avait un coût d'entrée technique qui était nettement plus lourd en termes d'intégration. Et maintenant, pour diverses raisons d'évolution technologique, de standardisation des interfaces, etc., ça devient accessible aux entreprises plus petites, puisque le coût de mise en œuvre est devenu acceptable pour des entreprises qui ont moins de transport que les très grands que j'ai nommés tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai dans les faits, ça? Parce que effectivement, techniquement, ça évolue, mais est-ce que c'est vraiment ça qui freine? Est-ce que c'est pas la capacité à mettre tous les systèmes ensemble, à travailler ensemble, et aussi les équipes pour brancher tout ça ensemble? Il y a l'effet technologie, mais il n'y a pas que ça, en fait, en général. Est-ce que c'est un frein qui vraiment saute avec la technologie, ou est-ce qu'il reste quand même encore beaucoup de systèmes hétérogènes et beaucoup de sociétés différentes et beaucoup de personnes et beaucoup d'équipes à brancher les unes avec les autres? Là où tu as raison, c'est que avant de parler de technologie, on va parler d'harmonisation des processus à l'intérieur d'une entreprise. Parce que quand on a un site à brancher, c'est facile. Quand vous avez X ou Y
plusieurs sites en France, voire en Europe, à partir du moment où ils vont tous rentrer dans une solution, il faut qu'ils travaillent tous de la même façon. Et donc là, il faut mettre tout le monde d'accord au sein d'une entreprise. Et ça peut être un frein, en effet, à la digitalisation parce que pas de capacité managériale à imposer une nouvelle façon de travailler ou tout simplement une harmonisation des processus. Ça, en effet, c'est des choses qu'on a pu rencontrer régulièrement. Oui. Et après, en effet, il y a la problématique technologique. Ça peut être un frein, ça peut être aussi une bonne raison de le faire. Ouais. C'est-à-dire que, Il faut avoir capacité à l'imposer. quand on est une plus grosse entreprise, j'ai des exemples où en fait ils se sont rendus compte qu'il y avait trop de silos et donc il y avait zéro transparence. Il n'y a aucune transparence sur cette partie transport. Et donc il se dit qu'il faut absolument qu'on engage ça. Donc ça n'a pas été un frein, ça a été justement quelque chose qui a un facteur déclenchant de dire il faut on a la capacité de centraliser ce type de données. Donc je pense que c'est varié en fait en fonction de l'entreprise. On a tous les cas, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres c'est freins qu'il faut avoir effectivement il faut obtenir l'adhésion des décideurs, donc ce qui peut être plus facile dans une ETI d'ailleurs. On a des très beaux cas de déploiement large à grande échelle dans une ETI parce que embarquer le comité, exactement, chaîne de décision plus courte. Le comité de direction plus proche des opérations, plus proche du service client, et donc voyons de manière beaucoup plus rapide les bénéfices. Et puis on voit aussi, il y a cet aspect technologique effectivement qui facilite, on voit des approches de type agile maintenant, avec des entreprises qui se lancent, qui expérimentent, qui par ce biais-là aussi vont pouvoir embarquer les écosystèmes, parce que c'est la spécificité du transport, c'est pas l'entreprise seule, elle doit aussi embarquer au minimum ses transporteurs, voire ses fournisseurs, ses clients. Et ces démarches de type expérimentation permettent d'avancer au fur et à mesure, d'identifier les bonnes pratiques, ce qui marche bien, et finalement aussi, par les premiers gains, de financer la suite. Il faut savoir comment c'est simple, mais à grande échelle. Je m'explique. C'est-à-dire si ces solutions-là sont rentables à partir du moment où, justement, on a cette massification et on peut avoir une coordination entre les sites. Donc, il faut avoir un début de projet qui soit suffisamment simple en termes d'intégration et en termes technologiques pour pouvoir le démarrer, mais le démarrer quand même à grande échelle. Parce que si on le démarre sur un site comme ça, et on va avoir peut-être du mal à redéployer le modèle ailleurs. Donc, ne pas vouloir avoir les yeux plus gros que le ventre et avoir une intégration qui fonctionne dans tous les sens, avec des mises à jour en temps réel de tous les systèmes d'information de l'entreprise. Ça, c'est une usine à gaz, ça va mettre 3 ans, ça va être très complexe à mettre en œuvre. Mais commencez par exactement ce que vous dites. Commencer par les besoins les plus criants, ça peut être envoyer des ordres de transport, ça peut être gérer de la facturation, et après, en ayant bien sûr en vue le tableau d'ensemble. Et en commençant comme ça, comme les logisticiens n'ont pas forcément un grand pouvoir de décision sur les achats dans l'entreprise, c'est d'autant plus crédible. C'est d'autant plus crédible, et derrière, ça permet à la finance et aux achats d'approuver ces projets et dire, bah oui, il y a un gain qui est évident, immédiat, et de monter en gamme et d'avoir des projets qui soient plus construits et plus globaux par la suite. Oui. Alors justement, pour revenir là-dessus, pour être convaincant, il faut pouvoir prouver les bénéfices. C'est quoi les enjeux aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut attendre de la mise en place des TMS pour les différents aspects qu'on a évoqués, grosso modo, voire même à travers des exemples, si vous pouvez nous illustrer ça, ce que vous avez pu voir sur le terrain, de clients qui auraient fait appel à vous et qui auraient pu avoir des gains que vous pourriez nous décrire. Un exemple assez facile de digitalisation, c'est la gestion des appels d'offres via des plateformes. Donc Alpega en a, Transporéon en a. C'est très facile déjà, pourquoi? Parce qu'il faut juste se connecter à la plateforme, il n'y a pas de notion d'API ou d'EDI, donc il y a juste un mot de passe à faire. Et en ayant une plateforme de digitalisation des appels d'offres, en fait, on va pouvoir multiplier par l'infini, parce que ça n'a pas de sens, mais multiplier le nombre de prestataires qui vont répondre à cet appel d'offres, et donc augmenter la mise en concurrence des prestataires qui sont déjà en place chez le chargeur, et s'ouvrir à d'autres concurrents dont ils ont entendu parler, ils veulent tester, voir un petit peu ce que ça donne, etc. Et donc cette digitalisation des appels d'offres, à partir du moment où elle est mise en place une première fois, les gains que nous, on a vus chez Diagma, c'est à minima entre 10 et 20%. Voilà. Voire plus, mais il y a eu un changement de mode de transport, on est passé de l'aérien à de la route. Donc ça a été aussi l'occasion de lancer un appel d'offres en disant, ben voilà, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, on sait qu'on doit baisser notre empreinte carbone, aujourd'hui on fait beaucoup d'avions, demain on va faire de la route, ben voilà, donc on avait invité X transporteurs et ça a permis d'avoir un gain évidemment très, très conséquent. Mais si on reste sur le même mode de transport, le premier appel d'offres, vous avez un gain significatif parce que justement, augmentation du nombre de concurrents. Ensuite, si vous le faites régulièrement tous les ans,
Ce qu'on constate en moyenne, c'est autour de 5%. D'accord, donc de vrais enjeux. Ah oui. Je fais une petite parenthèse, j'ai oublié de préciser que bien sûr, vous êtes invité à poser vos questions via le chat et nous reviendrons dans quelques minutes justement sur vos questions. Donc n'hésitez pas à poser ces questions. Donc pour compléter, donc après les appels d'offres qui donnent effectivement 5%, et donc ça se prend voire Annuellement, plus, ouais. annuellement. Qu'est-ce que vous avez pu constater et quels exemples vous pouvez nous donner de bénéfices suite à des mises en place d'outils de gestion de transport? Moi, j'en ai un qui me vient à l'esprit, c'est sur un grand industriel dans le domaine de l'ascenseur qui avait aucune visibilité sur les flux de ses pièces détachées et les commandes de ses clients pour réparer. Et donc, en fait, il a, en mettant en place une plateforme TMS, il a une visibilité et il a amélioré son taux de service client par 5. Voilà. Donc ça va dépendre de l'enjeu. Si l'enjeu il est sur les coûts, si l'enjeu il est sur la gestion d'une file d'attente, si l'enjeu il est sur voilà. Mais on Et en voit combien pas... de temps? Parce que est-ce que c'est long justement de mettre en place ce genre de... Ah bah ça j'ai un autre exemple qui est très bien là dans l'industrie automobile. L'objectif c'était de... Alors on peut faire appel à des prestataires extérieurs. Hein, on peut sous-traiter l'ensemble de sa logistique. Il y a certaines entreprises qui le font et puis d'autres qui font un mix et puis d'autres qui réinternalisent. Et là, cette entreprise qui est un fournisseur automobile de l'autre côté du Rhin, là, en 3 mois. D'accord. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, les fonctions basiques, les fondations de base d'un TMS, si on est bien clair dès le départ, c'est un go live en 3 mois. Voilà. Même moins. Côté... Voilà, voilà. Qui dit mieux voilà, DDS. c'est... La barre est à 3 mois. Moi, je trouve ça bien, 3 mois. Voilà. Non, mais encore une fois, bien évidemment, tout va dépendre du périmètre à couvrir, de l'ampleur en termes de couverture de process et de périmètre géographique. Mais on a eu des cas de démarrage, à nouveau sur nos offres gratuites, en une journée, quasiment. Hein. Ouais. Sachant que pour revenir sur les gains, effectivement, sur le gain économique, qui est le premier sujet, on observe couramment des gains de 5 à 10% sur le budget transport, ce qui, voilà, cette vite, seule ce chiffre économie, vite. généralement, paye un projet en largement moins d'un an. Des gains sur l'ensemble des éléments de productivité administrative. Alors, souvent, la productivité, c'est la capacité à donner du temps aux équipes à se consacrer à de la qualité, à gérer les sujets qu'elles ne peuvent pas traiter quand elles sont submergées par l'opérationnel. Et on a vu des gains jusqu'à 50% sur la productivité. Et puis, un exemple aussi que nous aimons bien, qui est une entreprise qui s'appelle ArcelorMittal Construction, qui est une ETI, en fait, qui distribue en B2B, qui avait une grosse problématique aussi de faire venir les transporteurs et de qualité de service. C'est de la distribution, donc un enjeu de qualité. Et là, la mise en place du TMS, comme Olivier expliquait, comme agrégateur aussi d'un ensemble d'éléments, de visibilité, d'optimisation, a permis d'arriver à un taux de présence des transporteurs de 99%. Là où pour eux, c'était en permanence la croix et la bannière pour faire venir des transporteurs sur leur site, tout en augmentant la productivité administrative, et puis gain économique et mesure du CO2. Donc c'est vraiment cette idée qu'on peut gagner aujourd'hui sur tous les tableaux. Sur tous les fonds. D'accord. Pierre ? Juste pour finir par 2 exemples. Donc un qui est moins enthousiasmant en termes de durée de projet, parce que c'est un projet plus complexe. C'était au niveau de l'Imagrin, ils ont déployé sur des dans la vraie dizaines de vie, sites. Et ils ont déployé justement l'ensemble de la suite. Ça a duré 9 mois. Bon, il y a des projets un peu plus complexes. Gestation. Oui, mais c'est bon. Il y a aussi, effectivement, je suis d'accord avec vous. Il y a des projets qui peuvent se mettre en œuvre en 3 mois, mais quand on veut vraiment avoir l'assignation du transport, le time slot, le real time visibility à l'échelle d'un groupe de la taille de l'Imagrin, ça met un peu plus de temps. Mais 9 mois, ça reste tout à fait acceptable par rapport à des projets de RP ou ce genre de choses. Et eux, les gains qu'ils ont eus, c'était une réduction significative des temps d'attente de l'ordre de 30%. Donc derrière, c'est des gains monétaires évidents. Amélioration de la satisfaction client, baisse d'un pourcentage de plus de 50% des échanges téléphoniques, puisque comme tout se fait sur la plateforme, il y a moins de perte de temps et surtout une communication plus fluide et en temps réel avec les transporteurs. Et un gain aussi sur l'autre aspect, sur l'aspect traitement financier derrière, puisque si tous les transports sont tracés, si on a un suivi complet, y compris des surcharges, quand les factures de transport arrivent, elles sont nettement plus faciles à traiter. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est
souvent ignoré parce qu'on se concentre sur les aspects logistiques, mais il y a un gain en amont sur les achats qu'Olivier a énoncé, et aussi en aval sur le traitement financier de la facture, où les factures de transport sont parmi les plus pénibles à traiter. Oui, c'est ça. On Est-ce est qu'on dans de pourrait revenir là-dessus 50-60% d'erreurs. Comment ça se fait que c'est si sur des compliqué factures voilà. Enfin, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu étonné. Quand je commande un transport à 100, 9 fois sur, enfin pas 9 fois sur 10, 6 fois sur 10, il va être facturé à 102. Pourquoi il va être facturé souvent pour de bonnes raisons, il va être facturé à 102, parce qu'il y a une surcharge fuel, parce qu'il y a eu un temps d'attente, parce que pour X raisons qui ne sont pas maîtrisables au moment de la commande. Et donc derrière, effectivement, en ayant un suivi total, ben, les comptables vont aussi apprécier la mise en place de ce genre de solution. Et donc le directeur financier, ça c'est bon à savoir pour nos amis de la logistique, peut être leur ami, s'ils mettent ça en avant. Et un autre projet récent que je voulais mettre en avant, qui est plus côté des transporteurs, là c'est GRTK Logistique, une entreprise en Lituanie qui fait 1,5 milliard de chiffre d'affaires dans la logistique. Et là, c'est des réductions de 10% de transport à vide, baisse de 7% des frais de carburant. D'accord. Souvent, les logisticiens sont équipés aussi à faire des TMS maison dans les années 90. Et là, ils se rendent compte que des plateformes standards du marché, déjà, ça donne accès à beaucoup plus de transporteurs. Et puis, il y a une économie d'échelle et une économie de maintenance, parce que ces logiciels maison qui sont nés dans les années 90, il faut continuer à les maintenir. Les gens ne sont plus là, etc., avec toutes les problématiques des spécifiques. Donc, c'était juste pour dire que côté transporteur aussi, là, on était principalement côté chargeur, et c'est aussi le principal de ma clientèle. Mais côté transporteur aussi, il commence à y avoir une démarche qui est à dire les plateformes qu'on présente ici ne sont plus forcément leurs ennemis, ce qui était plus ou moins leur vision il y a quelques temps. Oui, parce que quand on se retrouve face à plein de plateformes et qu'on doit toutes les gérer, c'est pas forcément facile non plus. Est-ce qu'on arrive à une certaine standardisation quand même avec ces plateformes, ou est-ce qu'il reste pour un transporteur à aller sur la plateforme d'un tel, la plateforme d'un autre tel, et de se retrouver avec encore beaucoup de connexions en fonction des clients, en fonction des outils Je pense que c'est quand même pas encore complètement non plus standardisé au point qu'il n'y ait qu'une plateforme pour tout le monde, quoi. Mais bon. Non. Oui, et puis on parle des transporteurs, mais la réalité est très variable entre les gros groupes intégrés et puis les 80% de transporteurs qui ont moins de 20 camions, donc pour lesquels on doit forcément offrir une palette de moyens d'échange très large. Ça doit faire partie pour nous du cahier des charges d'un chargeur, dire voilà, j'ai des attentes sur le traitement de l'information, sur le type d'information que je vais attendre, sur le délai d'échange d'informations, et je vous mets à disposition toute une série de canaux, des plateformes, des API, le portail web, voilà. Mais la règle du jeu doit être claire avec les transporteurs sur l'attente en termes de traitement de l'information. D'accord. Et donc, on a commencé à en parler en disant il faut commencer petit, mais c'est quoi la démarche? Par quel bout on le prend, cette problématique transport, ces enjeux? On a dit oui, on regarde là où ça rapporte le plus. Enfin voilà. Quels sont, si vous aviez quelques conseils à donner, la démarche projet, comment on enclenche ça et par quoi on commence en fait? Déjà, il faut savoir quelles sont les problématiques et les enjeux au sein de l'entreprise. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui coince aujourd'hui? Est-ce que c'est des problématiques de temps d'attente? Est-ce que le site est saturé parce qu'il est mal géré, etc. Donc aujourd'hui, la problématique, c'est quoi? On ne met pas en place une digitalisation pour le plaisir. On la met en place parce qu'elle répond à un besoin. Et ce besoin, c'est à l'entreprise de le définir. Et alors souvent, il y en a plein des besoins. Voilà. Et donc dans ces cas-là, il faut faire le tri. Mais dans ces cas-là, il faut les prioriser. Il ne faut surtout pas tout vouloir lancer d'un coup. On a eu des clients qui sont venus nous voir en disant « Aujourd'hui, on n'a rien. Enfin, on a un papier, un crayon et un Excel. Donc, on n'a rien en matière de digitalisation. Donc, voilà. Demain, on veut tout. » On leur dit « Va falloir choisir, comme tu le soulignes. » Mais en gros, il faut y aller pas à pas. Il faut prendre conscience que ça change quand même les habitudes et qu'il faut également embarquer le personnel de l'entreprise dans ces changements d'habitudes. Et donc, il faut commencer petit. Voilà, il y a des logiciels aujourd'hui qui sont très simples à mettre en œuvre, comme les prises de rendez-vous. Aujourd'hui, au chargement et au déchargement, c'est très simple, il y a un apport immédiat, c'est pas cher, ça fluidifie les opérations sur les sites et ça apporte tout de suite une valeur, et donc le fameux ROI dont on parlait. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment prioriser déjà les problématiques actuelles, voir quelles sont les solutions qui existent pour y répondre, et dans un deuxième temps, quels sont les enjeux de l'entreprise à court et moyen terme, et en fonction de ça, mettre un planning en effet. Surtout éviter le Big Bang, parce que là, ça peut être très déstructurant, mais y aller pas à pas, s'approprier les outils, comprendre les nouvelles méthodes, voilà, harmoniser les processus, et surtout, ce qui est super important, en fait, c'est pas aux éditeurs de TMS de définir la stratégie de l'entreprise et de rédiger le cahier des charges. C'est-à-dire que trop souvent, moi en discutant avec vous, je vous ai entendu dire, voilà, on a des chargeurs qui sont venus nous voir, ils ne connaissent pas le marché, ils ne savent pas de quoi ils ont besoin.
On a beaucoup discuté avec eux et puis au final, le projet s'est pas fait pour telle et telle raison. C'est vraiment au chargeur de prendre le temps de savoir qu'est-ce qu'il veut faire, comment il veut le faire, de commencer à rédiger une petite maquette de cahier des charges et ensuite, en fonction de ce besoin, de trouver le bon éditeur qui va compléter ce cahier des charges et l'amener à le faire évoluer en fonction de problématiques rencontrées ou pas. Donc voilà, donc il faut vraiment se poser, définir une stratégie, y aller pas à pas et puis ensuite évoluer et avancer avec l'éditeur qui a été choisi. Est-ce qu'il y a des prérequis, alors justement, pour que ça fonctionne bien dans ce que vous constatez, vous, côté éditeur ? Pour compléter, je pense qu'il y a 2 points. C'est à nouveau embarquer les transporteurs. Hein. Ils sont utilisateurs de cette instance collaborative Digital Transport au même titre que le chargeur. On a besoin de data, donc on est quand même très souvent en échange avec le RP, la gestion commerciale de WMS, donc embarquer aussi ces équipes-là parce qu'il va falloir intégrer ces éléments, trouver le sponsor, hein, effectivement, il va falloir faire des choix sur les niveaux de priorité, donc trouver le bon sponsor. Et puis à nouveau, aujourd'hui, cette démarche effectivement d'identification du besoin et à partir de là, de lancement d'un appel d'offres, effectivement, est une possibilité qu'on voit souvent. Et puis aussi expérimenter, qu'il y ait d'autres possibilités, apprendre au fur et à mesure pour aussi faire toucher du doigt aux utilisateurs les bénéfices de ces solutions. Convaincre en marchant. Convaincre en marchant. D'autres prérequis auxquels vous penseriez ? Un basique de la gestion de projet, mais qui est particulièrement vrai dans ce domaine-là. On a souvent eu, nous, j'imagine que mes confrères aussi, des demandes qui étaient tout à fait justifiées et où le responsable logistique du groupe, effectivement, le business case était tout à fait là. Où on a travaillé pendant des semaines pour faire aboutir le cas, où ça nous semblait aussi bien aux responsables logistiques qu'à nous-mêmes totalement convaincants. Et finalement, le projet n'a jamais été abouti, n'a jamais été validé. Parce que les validations amont vis-à-vis des décisionnaires ultimes, qui sont souvent les financiers, n'avaient pas été bien préparées. Et je pense que c'est une telle évidence pour les logiciens et pour nous aussi. Et nous, par nature, la plupart des personnes de mon équipe ont un passé uniquement logistique, donc on se parle entre spécialistes, entre experts, et entre nous, tout va bien. Mais au moment où il faut appuyer sur le bouton pour avoir la commande, ça passe pas. Donc bien préparer ce terrain-là en amont avant de venir voir ou s'aider de consultants, justement, pour préparer ça en amont. Parce que on a trop vu, j'imagine que je parle pour nous, mais ça doit être vrai pour vous aussi, on a trop vu de projets qui n'aboutissent pas pour ça. Hein. Alors qu'ils sont évidents. Ça reste un triptyque, TMS, c'est une application d'entreprise comme n'importe quelle autre, le CRM, la finance, etc. Donc la réussite, c'est le triptyque, la bonne solution avec l'équipe projet interne motivée et l'équipe projet qui va, le sponsoring qui va faire ça. Je pense. Là-dessus, il n'y a pas trop de choses qui sont différentes. Il est peut-être temps de passer la parole à Hervé et à nos participants. J'imagine que vous avez des questions, vous qui nous écoutez. Bonjour Cathy, bonjour à tous. Et évidemment, nos spectateurs ont des questions. Pour commencer, la notion de DMS vient d'apparaître dans le paysage des progiciels dédiés à la supply chain. Le considérez-vous comme un concurrent au TMS sur le volet distribution, une alternative ou comme une solution complémentaire ? DMS vient d'apparaître. Le DMS. Ah, le DMS, d'accord, ok. J'avais mal entendu, ok. C'est une question pour les journalistes, ça. Alors, le DMS, oui. C'est Delivery Management System. Ah oui, d'accord. C'est ça, ouais. Ouais, en effet, comme dit Benoît, c'est un peu une question pour un journaliste. Pour moi, tout ce qui est gestion des flux aujourd'hui, c'est très largement géré par les TMS. Donc, on n'a pas de souci avec tout ce qui est tracking, géolocalisation. Je ne saurais pas trop si c'est concurrent. Ça peut être un sous-ensemble, ça peut être un concurrent, ça peut être un logiciel, en effet, peut-être de moindre envergure. En tout cas, ça, c'est certain qu'un TMS. Donc, peut-être un sous-ensemble d'un TMS. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Oui, en gros, c'est ça. C'est suivre vraiment la réalisation de la commande. Mais ça, quelque part... on est capable de remonter ça, de remonter les informations, alors que ce soit dans un TMS ou autre chose.
Ouais, Il y a un effectivement. ensemble effectivement de solutions qui vont permettre cette digitalisation. Donc les TMS, on le disait, dans ce rôle d'agrégateur et d'organisation de l'ensemble des opérations. Il y a des solutions spécialisées sur un certain nombre de sujets. Le suivi, par exemple, la gestion des étiquettes pour le colis, le last mile. SMS, Et ce qui est vrai aussi, un point qu'on n'avait pas mentionné, c'est qu'on a toujours ce mouvement de passage à l'omnicanal qui change aussi les flux des entreprises, pour des industriels B2B qui se retrouvent à devoir gérer du colis, ce qui change quand même assez fortement la donne. qui complexifie beaucoup. Qui complexifie. Et les coûts. Voilà, on parlait du contrôle facture. Contrôler 20 000 expéditions en complet, c'est une chose. Contrôler 100 000 colis, c'en est une autre. Et c'est aussi, pour nous, un des apports du TMS de permettre cette intégration dans une seule base, dans une seule instance de système de l'ensemble des flux. Le côté transverse dont on parlait au début. C'est pour ça qu'on a tous des partenariats pour compléter, et entre autres compléter le last mile ou des outils type DMS sont pour moi plus partenaires que vraiment concurrents. Oui. Une autre question, Hervé? Oui, vous avez évoqué le temps nécessaire depuis le kick-off d'un projet TMS et jusqu'au Go Live. Mais pour compléter, est-ce que vous pourriez préciser également quel est le temps d'accompagnement après le Go Live pour une gestion fluide avec la complétude des datas et des datas fiables? Le fameux problème des datas qui fait partie des prérequis aussi. Qui veut s'exprimer? Il y a une notion de change management qui est important à mettre en place. Ce sont des projets qui vont en effet changer une façon de travailler au sein d'une entreprise, que ça soit, comme tu le soulignais tout à l'heure, au niveau de l'harmonisation des processus, qui peut être une bonne chose, mais qui peut être aussi un peu délicate à mettre en place. Et donc, il faut embarquer toutes les équipes qui font partie de ce projet. Après, quel est le temps? Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de l'accompagnement des transporteurs, la gestion des transporteurs. Est-ce qu'ils sont de bonne ou de mauvaise volonté? Un transporteur, par moment, peut ne pas adhérer. Voilà, j'allais dire, il peut en faire qu'à sa tête, mais il peut rechigner. Donc, je crois qu'il n'y a pas de délai standard. C'est vraiment en fonction des projets, en fonction des personnes, en fonction de la capacité du management à impacter et à gérer le changement et à entraîner, et donc à gérer le changement. Je botterai en touche sur le délai. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux types de data. Il y a des data de type référentiel, mais mon réseau de transport, ma bibliothèque de tarifs négociés, qu'on arrive généralement à recueillir assez bien dans le cadre du projet. Et puis après, il y a la data opérationnelle qui va être échangée au quotidien. Et effectivement, qui peut être de qualité variable. Et donc, comme on sait que c'est un sujet, notre recommandation, c'est de piloter, c'est de mettre des indicateurs sur la complétude de la data, sur les délais de retour de cette data, et effectivement de le suivre sur le temps, parce que ça va être une amélioration continue qui va se faire avec l'ensemble des partenaires. Mais donc de le considérer comme étant un des éléments, un des indicateurs, au même titre que les flux, les coûts, le CO2. Piloter la qualité de la data est aussi un élément. D'ailleurs, que c'est une amélioration continue, justement? Est-ce qu'à un moment, on n'atteint pas une asymptote, c'est-à-dire qu'on a vraiment tout amélioré, ou voire, je sais pas, on refait un appel d'offres, on repart avec complètement des transporteurs différents, et est-ce qu'on repart à zéro, ou est-ce qu'on a quand même acquis un certain nombre de choses qu'on va pouvoir réutiliser? Généralement, c'est assez graduel. Donc, il y a typiquement sur un appel d'offres, c'est rare qu'on remette en cause l'ensemble des transporteurs sur l'ensemble des lignes. Donc, il y a toujours le bénéfice de ce qui est là, mais on est sur on l'a dit plusieurs fois, des métiers qui changent, avec un contexte qui va aussi imposer de changer les flux. Tous les phénomènes de relocalisation, de rupture géostratégique, de perturbation des flux. C'est ça. Oblige à changer, et donc effectivement la matière du transport est mouvante, mais c'est pas du changement 100% du jour au lendemain. Moi je pense que c'est continu parce qu'on est face aussi parfois à des nouvelles réglementations, donc il faut intégrer ces nouvelles données. Voilà, on peut aussi avoir des projets où on a bien géré l'ensemble des fondations de la partie transport, et puis je veux passer à du temps réel, donc je vais avoir de nouveaux types de données. Donc voilà. Ce qui est important, je pense que c'est d'avoir un cadre, et c'est pour ça qu'on est souvent un socle solide. Un socle solide. C'est pour ça qu'on parle plus de plateforme sur lequel effectivement on est celui qui va la centraliser, la normaliser, etc., etc. Mais bien évidemment. Et puis on a aussi les données des systèmes internes. Quand vous êtes multisite, plusieurs entrepôts, vous avez les données de vos entrepôts. Enfin,
C'est en permanence, en fait, la donnée sur la gestion du transport. Donc, c'est très lié aussi à ce que vous mettez en place, les processus que vous gérez, ce que vous voulez avoir dans 3 ans. Parce que, je veux dire, quand on investit sur ce type de plateforme, il faut investir pour maintenant, mais il faut avoir un minimum de projection sur les 5 années à venir. Ce que j'ai envie de faire, même si je le fais dans 5 ans. Et même si j'y arrive pas. Moi, je Pour telle et trouve telle que raison. globalement, je trouve que quand les entreprises investissent sur cette partie, elles y arrivent. Et je suis assez d'accord avec ce qu'on a dit, et surtout Olivier, il y a très peu de big bang, c'est très pragmatique. Enfin, ça change un peu parfois de ce qu'on a connu, mais je pense que de manière générale aujourd'hui, sur tous les applicatifs, nos clients sont très éduqués. Hein. Ils font beaucoup de recherches avant d'aller vous voir quand même. Donc les clients sont très éduqués et ils ont une vision assez précise. Alors, qui est très, ça va dépendre du niveau. Ils savent où ils veulent aller. Après, c'est peut-être dans le comment qu'on peut être là. Donc moi, je trouve que tout ça a évolué. Voilà. D'accord. Je pense qu'il mesure maintenant la notion de projet continu, comme vous venez de le dire, et de conserver une équipe aussi, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années, qui soit en charge de la maintenance de ce projet continu, parce que j'imagine que derrière cette question, il y a ça. Est-ce qu'on doit derrière conserver des gens dédiés pour pouvoir continuer à faire évoluer la plateforme et déployer d'autres modules et vérifier les datas, etc. La réponse est évidemment oui. Il faut pas négliger ça dès le départ dans ce projet. C'est pas une mise en œuvre one shot, c'est vraiment un projet continu qui nécessite un accompagnement continu de la part de l'entreprise. Une autre question, Hervé ? Comment faire comprendre, comment faire prendre conscience aux entreprises qu'un projet TMS avec un ROI rapide a davantage de valeur qu'un projet ERP de X années bien plus coûteux ? Qu'on nous a écoutés. On peut revenir sur le sujet. Alors, sur les projets ERP, d'abord, sont motivés par d'autres raisons, généralement, que le ROI. Ils sont motivés par des raisons de conformité et motivés par des raisons, en fait, de peur intrinsèque de l'entreprise. Est-ce que j'ai mes bonnes datas ? Est-ce que le directeur financier, quand il va, à la fin du trimestre, appuyer sur le bouton, enfin, j'appuie sur le bouton, j'exagère, c'est aussi simple que ça se saurait, mais pour l'image, appuyer sur le bouton pour donner les chiffres, est-ce que ces chiffres-là vont être bons ? Donc, la motivation, elle est plus réglementaire. La motivation d'un projet TMS, elle est évidemment sur le business case et souvent elle est nettement plus évidente. Et je parle au nom de mes confrères, mais ou nos collègues consultants, mais on a tous des abacs et des benchmarks qui permettent de vous aider à justifier ce retour sur investissement, à justifier un business case en interne. Et n'hésitez pas à nous solliciter pour ça, parce que comment justifier mieux un business case qu'en utilisant des benchmarks du marché et en disant c'est pas une élucubration purement théorique parce que j'ai lu ça hier dans un magazine, mais ça vient de Saint-Gobain, d'Arcelor, de l'Imaga ou de je ne sais qui, et enfin, au moins de bonnes pratiques et de choses éprouvées et de clients qui pourront en témoigner au téléphone par la suite. Donc, pour moi, il y a, dans ma réponse, je dirais qu'il y a d'un côté un véritable retour sur investissement, de l'autre côté, plus une logique obligatoire, soit liée au réglementaire, soit liée tout simplement à la politique des éditeurs. Les millions qui sont investis actuellement dans SAP S/4HANA, parce que les entreprises sont obligées de passer à SAP S/4HANA. Malheureusement, ça nous bloque certains projets, parce que ces projets de SAP S/4HANA ont la priorité des services informatiques et sont très gourmands en ressources. Mais ce n'est pas vraiment un choix d'entreprise. C'est vrai que sur la partie retour sur investissement direct, effectivement, les business cases sont là, les outils de simulation, de calcul des gains sont là aussi. Hein. Effectivement, je pense qu'on a tous des approches avec des chiffres qui doivent être assez similaires. Un élément aussi, c'est d'essayer d'embarquer d'autres acteurs. Je pense à un projet dans le luxe où finalement l'équipe supply chain a réussi à embarquer comme sponsor le directeur du service client. Il dit, voilà, c'est un élément pour moi, je vends un produit de luxe, la prestation de livraison fait partie de ce que je vends, et à partir de là, le projet a pu démarrer. Oui, et le coût du transport dans le luxe, il s'en moque un peu. Voilà, ce n'était pas un enjeu économique, même s'il y a une attention au coût, mais la satisfaction client était l'enjeu. Et puis, il y a aussi l'aspect réglementaire qu'on va avoir de plus en plus sur le CO2 en particulier. Une dernière question peut-être ? Les outils TMS ont-ils pris le virage avec l'intégration de l'IA ?
Bon, moi, je vais faire une réponse de Normand. C'est à mon avis dans nos roadmaps. Donc, enfin, moi, je sais que c'est dans nos roadmaps. Donc, oui, au fur et à mesure, on va intégrer ce type d'outils. Mais je pense que c'est... Et pour faire quoi alors exactement? C'est ça. Bah, voilà. Parce que la question de fond, elle est là. Jusqu'où ça va, voilà. Donc c'est plutôt ça. Mais évidemment, c'est des sujets qu'on regarde. On ne peut pas ne pas regarder. Je trouve que déjà, c'est important de regarder. Comme tous les outils qui vont permettre soit d'être plus intuitifs, soit d'aller plus vite, soit d'être plus efficace. Donc on ne peut pas. Après, évidemment, c'est quel est le degré, qu'est-ce qu'on appelle l'IA dans la supply chain, etc. Voilà. Parce que c'est plus pour automatiser, en fait. Mais je pense que, enfin, nous, je sais qu'obligatoirement, il faut qu'on regarde. Alors, nous, on a une première application de l'IA qui est... En fait, on change le paradigme. On a déjà des outils quand on ne trouve pas de capacité de transport sur les transports qui sont déjà contractés. L'habitude, c'était de lancer sur le réseau transport, enfin sur une partie du réseau transport, pour dire voilà, mais lequel est prêt pour faire un transport de Rouen à Paris et à quel prix. D'accord. Donc une espèce Donc d'enchère rapide du spot sur le marché. Ça ne nécessitait pas d'IA. Et là, on a inversé ça pour les gens mais qui ont vraiment beaucoup de transport, comme Shep, par exemple, sur les palettes, où là, on va utiliser leurs données et nos données pour, au lieu de demander aux transporteurs combien vous me faites, on utilise le benchmark et l'optimisation par des algorithmes d'intelligence artificielle pour dire est-ce que vous êtes prêt à le faire à ce prix-là. D'accord. Et comme l'humain est beaucoup plus prêt à dire oui qu'à proposer un prix, c'est plus rapide. Peut-être qu'il n'aurait jamais dit oui à 220 euros pour Rouen à Paris. Pardon. Mais là, il a un camion qui est libre. Bon, tant pis, 220 euros, ça bouge. Allez. D'accord. Oui, puis globalement, on voit qu'il y a effectivement un des éléments, c'est cette capacité à optimiser l'ensemble des opérations de transport, du plan de transport. Et donc là, effectivement, l'IA peut avoir des apports, sachant qu'il y a déjà tout un ensemble d'éléments d'algorithmie qui sont utilisés, qui sont embarqués pour optimiser le plan de transport, voire le chargement ou les tournées dans les cas où il y a une partie en flotte propre. Donc l'IA apporte des outils supplémentaires. Et puis, il y a un gros enjeu sur la détection des anomalies et la capacité à réagir. À nouveau, autour de la gestion du risque, qui est devenu un sujet assez central dans l'organisation du transport, où là, l'IA peut aussi apporter des éléments en venant détecter automatiquement des sujets et qui vont nécessiter à nouveau une action humaine. Nous, on est convaincus que l'action humaine reste nécessaire pour régler le problème de manière ultime. Oui, après, effectivement, on pourrait imaginer des systèmes qui proposent aussi des décisions, un peu comme ils proposent des prix, ils pourraient aussi proposer des scénarios alternatifs. Mais on n'en est pas là, apparemment. Mais on le fait déjà depuis longtemps. Enfin, nos solutions avec nos algorithmes, etc., sans que ce soit de l'IA, c'est déjà des moyens d'optimiser les choses. Qu'est-ce qu'on appelle l'IA? Voilà. C'est ça, voilà. Quelle est la limite de l'IA? C'est la limite, mais je veux dire... Ok, donc on arrive à peu près au terme aussi de cette table ronde. Si vous aviez un conseil à donner à nos téléspectateurs, quel serait-il par rapport à la digitalisation du transport? Olivier. J'aurais tenté de dire commencer par un projet simple avec un ROI quasiment immédiat et une facilité d'utilisation. Aujourd'hui, quand on parle de contrôle de facture, quand on parle de gestion des prises de rendez-vous, c'est des logiciels extrêmement simples et vous avez tout de suite une valeur ajoutée. Et à partir du moment où vous commencez à comprendre l'intérêt de la digitalisation et vous vous rendez compte que ce n'est pas une montagne, et ben vous allez mettre un autre projet, puis un autre, et ensuite vous allez vraiment construire votre TMS. Donc lancez-vous, faites-vous accompagner si vous sentez que vous n'êtes pas mature sur ce sujet, mais il faut se lancer, il faut sauter le pas. Et sauter le pas, il y a des logiciels, une fois de plus, qui ne sont pas compliqués, qui ne sont pas chers, qui apportent tout de suite une valeur ajoutée. Il y a même du gratuit. Il y a même du gratuit. C'est pas cher. C'est un des objectifs, clairement, c'est de dire lancez-vous tout en ayant la capacité à évoluer, de ne pas rester non plus limité par ce premier pas. C'est effectivement de s'inscrire sur une durée. On va aller chercher chez nos clients des niveaux successifs de gains. Mais la première étape, c'est de se lancer. Aujourd'hui, la technologie est là, côté chargeur. Les transporteurs aussi, quand même, ont progressé. La capacité à embarquer les transporteurs aujourd'hui est plus grande. Donc voilà, c'est vraiment le message, c'est allez-y, les gains peuvent être très rapides. Conseil, c'est plus expérimental, pensez à convaincre en interne. Et convaincre en interne, c'est normalement relativement facile. Et ces exercices de conviction en interne vous permettra aussi de prioriser vos besoins, de savoir ce qui marche le plus et ce qui emportera le plus l'adhésion de la direction. Benoît? Moi, je suis d'accord avec tous ces points-là. Je rajouterais penser évolution, c'est-à-dire ce que disait un tout petit
que Jérôme, c'est l'évolution de vos processus de transport et de faire en sorte que la plateforme que vous allez choisir, elle ait la capacité de vous faire évoluer. C'est-à-dire que les stratégies d'entreprise changent, etc. etc. Bah, de se dire que, OK, je ne veux pas de visite en temps réel maintenant, mais dans 3 ans, est-ce que je vais pouvoir la gérer avec, etc. Donc, c'est plutôt des choses comme ça, avoir quelque chose qui soit, ce qu'on dit, scalable, quoi, évolutif. C'est ça. Écoutez, merci à nos experts pour nous avoir éclairés sur ces thèmes. J'espère qu'on vous a convaincus qu'il y avait bien des enjeux, des gains à la clé, que les éditeurs de logiciels étaient prêts, que les solutions également. Et donc, il reste à se lancer sans hésiter à se faire conseiller pour avancer et avoir des gains substantiels et, à travers des projets avec des ROI plutôt courts, d'après ce qu'on a pu regarder aujourd'hui en termes d'exemples divers et variés. Donc merci à vous, merci aux experts et puis à une prochaine fois pour une table ronde ou un webinaire avec Supply Chain Village. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir.